Bonjour à tous. Thierry vient de dire qu'il y a 6 ans pour les premières assises qu'il avait donc créées. On s'était justement interrogé sur cette chaîne du livre et si ce qui pouvait la diviser ou ce qui pouvait l'unir. C'est elle qui nous a servi pendant cette crise historique et traumatisante à tenir. Bien sûr, ceux qui nous ont soutenus et auxquels nous pensons tout d'abord, ce sont nos lecteurs. Car s'ils n'avaient pas été là, nous aurions été, comme beaucoup d'autres secteurs culturels, bien en peine de retrouver la vivacité de notre vocation et le sens de nos métiers. Donc ces liens entre les différents acteurs de la chaîne du livre qui ont tenu à l'épreuve de la crise sanitaire va être l'objet de notre échange. Et on va aussi se demander ce que nous allons garder de cette expérience, même si pour moi il est important aussi de revenir sur ce qui s'est passé pendant les moments uniques que nous venons de vivre. C'est aussi une conscience de notre interdépendance et le questionnement sur les outils de protection qui ont pu fonctionner ou qui se sont avérés insuffisants et ont été de ce fait améliorés. Par ailleurs, cette crise a été un révélateur de proximité extrêmement intéressant aussi sociologiquement, dont nous allons débattre notamment avec Simon Roguet, notre libraire ici présent. Donc 4 intervenants, Nancy Gilbert, qui est donc autrice d'albums et de romans jeunesse chez plusieurs éditeurs, donc qui a une expérience riche, éditions courtes et longues, Gulfstream, Circonflexe, Magnard, Rond dans l'eau, et qui fut donc ancienne professeure des écoles et entretient aujourd'hui un lien tout particulier avec les lecteurs. Geoffroy Pelletier, directeur de la SOFIA, dont on a déjà beaucoup entendu parler ce matin, qui donc va nous rappeler les fonctions justement de cet organisme, mais aussi préciser dans ce moment de crise les actions qui ont pu être immédiatement, en tout cas au plus vite, présentées. Simon Roguet, donc libraire à Laval, dans la Mayenne, d'une librairie que tout le monde connaît, aime lire, et qui fait partie de ce que j'appellerais nos excellents libraires, mais aussi nos influenceurs, donc qui pourra témoigner de son métier pendant cette période. Et enfin, Nathalie Brisac, directrice de la communication à l'École des loisirs, qui justement a choisi de nous donner 2 exemples sur son équipe de diffusion et sur une initiative tout à fait nouvelle qui a été développée de lien avec les lecteurs. Donc Nancy, je reviens vers vous et justement, j'ai quand même envie que vous nous disiez un mot de ce que ça a été, cette sidération, ce sentiment qu'on peut qualifier d'abandon lorsque, en mars 2020, tout s'est déclenché, tout s'est fermé, les librairies se sont fermées, les manifestations, les salons n'ont pas pu se tenir. Vous, autrice, il s'est passé quoi et à quoi vous vous êtes raccrochée ? Bonjour. Exactement, le terme de sidération est tout à fait exact. Donc on ne va pas rentrer dans des débats philosophiques ni psychologiques, mais devant l'épreuve, c'est vrai que l'être humain a 2 choix. Il peut se résigner, il prend un coup sur la tête, et nous, les autrices, auteurs, illustratrices, illustrateurs, on en a pris un sacré, et pas que nous, avec nous, tous les acteurs de la chaîne du livre. Je crois que les épreuves dans la vie, que ce soit de façon professionnelle ou personnelle, ça permet aussi de révéler ce qui ne va pas, l'angle mort, la part d'ombre,
en nous et puis dans un système. Donc une fois qu'on a compris ça, on cesse de se demander pourquoi ça m'arrive et de pleurer. Et on se dit, bon, vers quoi on va? Comment on peut envisager les choses autrement? Qu'est-ce que je dois apprendre de ce qui m'arrive, de ce tsunami? Voilà, donc nous, ce qu'on a compris en tant qu'autrice-auteur, c'est qu'on était dans l'angle mort de l'État. On avait certains métiers, certains de nous en vivons, mais on n'avait pas de statut. On s'est senti perdu. On pourrait dire qu'effectivement, ça renvoie à l'angoisse d'abandon d'un tout petit enfant qui se dit « Où suis-je ? Je n'ai plus de statut, je n'existe pas en fait dans ce milieu. Certes, j'interviens, mes livres sont connus, mes lecteurs me connaissent, mais moi qui je suis, puisque je ne remplis aucun critère d'accessibilité aux aides que commencent à proposer les acteurs de la chaîne du livre pour nous soutenir. » Donc on a bien vu que la SOFIA, le CNL, la Charte des auteurs, la Ligue Pro, etc., on a bien vu que tous ces acteurs commençaient à mettre des choses en place. Et ça a été un grand sentiment de soulagement, mais juste après, ça a été quand même de la sidération parce qu'on n'entrait pas dans les cases. Très peu d'entre nous réussissaient à obtenir des aides. Les critères étaient farfelus, on ne comprenait rien. Et on avait beau faire remonter les informations, on voyait bien qu'on n'était pas là en fait. Donc ça a été une grande vague de panique chez tous les auteurs, les autrices, alimentée par le marasme sur Facebook, en se demandant mais où on va, est-ce que mon métier est viable, qu'est-ce que je fais en fait. Donc moi, c'est vrai que j'ai été sidérée pendant, je dirais, presque 15 jours ou 3 semaines à me demander ce que je faisais là, si j'allais pouvoir continuer à écrire, si on allait se relever. On entendait toutes sortes d'informations contradictoires. Voilà. Et donc, du coup... Alors justement, vous m'avez raconté quand nous nous sommes téléphonés que une des premières paniques, ça a été l'arrêt de la créativité. Et puis, c'est justement ce tissu, peu à peu, ces liens qui revenaient, qui vous ont redonné de la visibilité, une présence, et du coup, c'est l'écriture, encore une fois, qui vous aura le mieux aidé pendant cette période où tout était différent. Oui, c'est ça. En fait, tout s'est arrêté brutalement. On n'avait plus de salon, plus de rencontres. Les mails tombaient dans l'ordinateur en disant ce salon est annulé. Moi, j'avais plein de rencontres prévues, plein de remises de prix. Et en fait, tout d'un coup, on n'a plus rien. Et je me suis dit, bon, confinement, tu m'as pris tout ça, tu m'as pris toutes les rencontres avec les lecteurs qui sont essentielles. On l'a beaucoup entendu, beaucoup rappelé. Moi, j'écris pour les enfants et pour les adolescents. J'en suis hyper fière. Je n'ai aucun problème à assumer le statut d'autrice jeunesse, bien au contraire. Pour moi, écrire pour les enfants et les ados, c'est un énorme défi parce qu'ils ont le cœur tellement, je vais dire, pur, entre guillemets. Ils n'hésitent pas à nous balancer dans la figure s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas notre livre. Il n'y a pas de politesse chez les enfants et les ados. Donc, quand un ado qui ne lit pas m'envoie un message en me disant « Nancy Gilbert, grâce à vous, j'ai lu », ça vaut 10 000 chroniques, même si j'apprécie les chroniques. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est beaucoup plus précieux et beaucoup plus émouvant d'entendre un adolescent non lecteur vous dire Nancy Gilbert, grâce à vous, j'ai commencé à lire. Alors c'est vrai que les auteurs jeunesse, en général, se déplacent beaucoup. C'est quelque chose qui n'est pas forcément... si bien connu, à part des gens du milieu. Et donc, vous avez beaucoup de liens avec des écoles, notamment. Vous vous déplacez non seulement dans des salons, des manifestations, mais aussi dans des écoles. Donc, là aussi, à la fois, ça s'est arrêté, mais vous avez pu, à distance, continuer à parler avec eux et y vivre de belles expériences. Ouais, en fait, c'est ça. L'être humain, ce que je disais tout à l'heure, quand il est sidéré, il croit que les portes se ferment, mais pas du tout. En fait, l'être humain est très ingénieux. Donc, en fait, on a cherché des solutions tous ensemble. Et on s'est dit, mais oui, il y a d'autres moyens de communiquer à distance. Donc, effectivement, beaucoup de visio.
Et puis moi, j'ai beaucoup communiqué aussi avec les partenaires, parce que les profs doc, les profs de français étaient aussi démunis, ils ne comprenaient pas, ils nous disaient on ne peut pas faire intervenir, on ne peut plus vous faire intervenir, donc on interrompt les rencontres, on annule. Mais ils ne se rendaient pas compte de l'impact économique que ça avait sur nous, c'est-à-dire que si on annule une rencontre, ça va 2, 3, mais au bout de 10, 20, en fait, on ne survit plus, puisque les librairies étaient fermées, les productions de livres étaient stoppées ou reportées. Et donc oui, on a mis en place tout ce système de visioconférence. Alors certes, une visio avec 20 ou 30 adolescents masqués, c'est pas évident, il faut maintenir leur attention, mais je crois que c'est hyper important. Et les profs doc nous ont dit à quel point ça avait tenu leur année, en fait, de savoir qu'ils allaient quand même nous rencontrer, même à distance, même si on n'était pas là, même s'il y avait du bruit dans la salle, même si les caméras s'interrompaient, qu'on n'avait plus de son et qu'il fallait terminer en chattant, mais on l'a fait. Et les prix ont été maintenus, tout le travail investi par les profs a trouvé du sens. Parce qu'on ne peut pas dire à 30 gamins qui se sont investis, qui ont lu nos bouquins, on ne peut pas leur dire « non, l'auteur ne vient pas, tout est annulé » en fait. C'est à l'adolescence et pour des enfants, c'est grave de s'être investi comme ça. Et moi, je pense aussi aux professeurs, puisque j'ai été professeur, tout le travail en amont que ça demande avant de recevoir un auteur, c'était pas possible de décevoir les enfants et les ados. Donc, moi, je salue tous ceux qui ont œuvré dans ce sens, qui se sont battus. Et puis, enfin, on a un statut. Voilà, cette crise a permis de faire émerger ça, et on a tous un SIRET. Maintenant, voilà. Donc, je me dis, oui, c'est la part d'ombre. On était dans un angle mort. On a beaucoup galéré pour accéder à notre statut sur l'URSSAF Limousin. Voilà, on n'en reparlera pas parce qu'on n'a pas envie d'en reparler. Mais voilà, maintenant, on a un SIRET, on est reconnu. Et je crois que c'est ce qu'il faut reconnaître et retenir aussi qu'après avoir traversé une crise, on en sort plus fort, plus grandi. Et moi, je me souviendrai toujours de ceux qui ont tendu la main, que ce soit des organisateurs, des éditeurs, des associations, qui ont dit on va vous inviter, on va continuer à travailler avec vous. Les éditeurs qui m'ont encouragée aussi, parce que quand j'ai dit je reprends l'écriture d'un roman que je ne pouvais pas reprendre parce que j'avais trop de travail, que j'étais... Voilà, et bien ce temps d'intériorité m'a permis de terminer All Sol, par exemple. Et je me dis voilà à quoi ça a servi, la créativité, les livres, c'est là, on l'a beaucoup rappelé. Les livres nous sauvent la vie, les livres nous éveillent, les livres nous portent. Et moi, écrire, ça a été aussi une survie pendant ce confinement. Clotilde Delacroix fait un dessin magnifique. Je la remercie parce que je sais combien, justement, c'est un enjeu, le dessin en live. Et voilà, merci d'avoir relevé le défi. Je crois qu'elle décrit là... La situation, en effet, de dépendance à notre téléphone et aux réseaux sociaux, qui était quand même un bon kit de survie pour beaucoup d'entre nous, y compris d'ailleurs dans les équipes. Et donc, Nancy, avec ces mots quand même qui ne sont pas des mots à fuir, statut, sirette, bon, c'est un peu moins drôle, mais bon, donc je vais me tourner du coup vers Geoffroy Pelletier pour justement qu'il nous explique ce qui s'est passé pendant cette période à la Sophia et comment la Sophia a pu réagir face à ces situations notamment de précarité qui se sont posées au début de cette crise. Merci Marion, merci Thierry pour l'invitation. Vous m'avez demandé aussi de présenter peut-être un peu les missions de, oui, je pense que c'est bien de la Sophia et de rappeler, voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Sophia, donc rappeler que c'est un organisme de gestion collective, donc dont la mission principale reste la perception et la redistribution de droits collectifs, avec deux singularités. La première, c'est qu'on ne gère des droits que dans le secteur et uniquement dans le secteur du livre, contrairement à d'autres organismes qui sont multi-répertoires, et vous connaissez sûrement la SACEM, la SCAM ou la DHGP par exemple. Et puis la deuxième spécificité, c'est qu'on est administré à parité
totale parité de l'Assemblée générale jusqu'à la cogérance du conseil d'administration par les auteurs et par les éditeurs du livre. Et c'est pour nous une force de chaque instant de compter sur cette parité entre auteurs et éditeurs. Alors on représente aujourd'hui plus de 10 200 auteurs du livre, qu'ils soient écrivains, illustrateurs, traducteurs, et à peu près 500 maisons d'édition qui représentent, je crois, quasiment 90, sinon 95% du chiffre d'affaires de l'édition. Parmi les droits collectifs, je voudrais en citer deux. Le droit de prêt qui est le plus important par son histoire, puisque c'est pour le droit de prêt que la SOFIA a été créée par les auteurs et les éditeurs. Le droit de prêt, c'est une contribution de l'État qui est assise sur le nombre d'usagers inscrits en bibliothèque et une redevance qui est collectée et reversée par les fournisseurs de livres, et donc notamment par les libraires, et qui est calculée sur le prix de vente des ouvrages qui sont achetés par les bibliothèques. Premier point important, une partie de cette collecte est affectée à la prise en charge de la retraite complémentaire des auteurs du livre, les auteurs du livre qui sont affiliés au RAAP, donc le régime de retraite complémentaire, et pour lequel le droit de prêt prend en charge la moitié des cotisations qui sont dues au titre de ce régime. Et puis le solde est donc réparti, comme la loi l'a fixé, est réparti à parité entre les auteurs et les éditeurs. Et cette redistribution se fait non pas sur le nombre de prêts des ouvrages, mais sur le nombre d'exemplaires qui ont été achetés par les bibliothèques au cours d'une année. En 2021, par exemple, on a reversé 11,4 millions d'euros au titre du droit de prêt. Alors, on fait un petit focus sur le secteur jeunesse. Sur l'ensemble des déclarations qui nous sont faites par les bibliothèques, c'est 1,6 million d'exemplaires de livres jeunesse qui sont achetés chaque année par les bibliothèques. C'est quasiment 20 à 25%, pratiquement un quart des exemplaires achetés par les bibliothèques qui ressortissent du secteur jeunesse. Et comme nos droits sont basés sur les exemplaires achetés, c'est aussi 20 à 25% du total du droit de prêt qui est reversé aux éditeurs et aux auteurs du secteur jeunesse, entre 2,5 et 3 millions d'euros qui sont répartis chaque année et qui bénéficient à peu près à 10 000 auteurs jeunesse. Alors, auteurs qui sont uniquement jeunesse ou auteurs qui sont un peu jeunesse et un peu d'autres domaines, mais qui sont soit auteurs des textes, soit illustrateurs, soit traducteurs d'ouvrages jeunesse étrangers. La deuxième grande catégorie de droits, c'est la copie privée numérique. La copie privée numérique, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une redevance qui est prélevée sur toutes les ventes de supports numériques qui nous permettent de copier et de stocker des œuvres protégées. Et c'est une redevance qui est assise sur le prix de vente de ces appareils, que ce soit des smartphones, des clés USB, des ordinateurs ou des portables, avec une redistribution qui est faite par répertoire, c'est-à-dire qu'il y a une redistribution pour le livre, mais aussi et surtout pour la musique, pour l'audiovisuel, pour l'image, pour le texte, et qui est faite aussi par organisme de gestion collective. Là aussi, la loi a fixé une parité de la redistribution entre les auteurs et les éditeurs. Cette redistribution, elle est basée sur des études d'usage, des études de copiage faites auprès de la population française. Là aussi, une petite précision, 25% des sommes, et c'est la loi qui l'impose à l'ensemble des organismes de gestion collective, 25% des sommes sont réservées au financement d'actions culturelles, et au financement d'actions culturelles au sens très large. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est ce qui permet notamment de soutenir aujourd'hui les assises de l'édition jeunesse. Sur l'ensemble de ces collectes, tout répertoire confondu, le texte et l'image constituent le livre. C'est à peu près 15% de la copie privée numérique. Et à titre d'exemple, en 2021, la dernière distribution de droits a concerné 14,9 millions d'euros. Donc on est aujourd'hui même au-dessus de la rémunération pour le droit de prêt en bibliothèque. Là aussi, si je fais un petit focus jeunesse, c'est 1,6 million d'euros de droits qui sont répartis aux éditeurs et aux auteurs du secteur jeunesse. Ça représente entre 10 et 12% du total. Et ça concerne 2000 auteurs jeunesse chaque année. Pourquoi moins d'auteurs jeunesse que dans le cadre du droit de prêt? Parce que seuls les adhérents aux organismes de gestion collective perçoivent la copie privée numérique, à la différence du droit de prêt qui est reversé à l'ensemble des auteurs des textes achetés par les bibliothèques, que l'auteur soit adhérent de la SOFIA ou d'un autre organisme de gestion collective, ou pas du tout, et dans ce cas-là, ça lui est reversé par son éditeur. Ce n'est pas le cas pour la copie privée numérique. Il faut être adhérent d'un organisme de gestion collective pour le toucher. Donc moi, je vous invite tous à adhérer à quelque organisme de gestion collective que vous souhaitez. Si c'est la SOFIA, ça me fera plus plaisir, mais ça peut être n'importe quel organisme de gestion, mais véritablement, je vous invite à le faire parce que ce sont des sommes qui, sinon, ne vous parviennent pas. Elles ne transitent de toute façon pas par l'éditeur dans le cadre de la copie privée. À titre d'exemple aussi, c'est un peu plus de 120 éditeurs qui perçoivent de la copie privée numérique chaque année via la SOFIA.
L'action culturelle qui est financée par la copie privée numérique, par les 25% de rémunération, ce qu'on appelle parfois aussi le quart copie privée, ça permet à la SOFIA depuis plusieurs années de soutenir 350 à 400 projets par an, essentiellement d'ailleurs des festivals et des salons littéraires, pour un montant total aujourd'hui qui avoisine les 4,5 millions d'euros, ce qui place désormais la SOFIA, et ce n'était pas sa mission à l'origine, mais ce qui place la SOFIA parmi les principaux soutiens financiers, aux côtés évidemment du Centre national du livre, des DRAC ou des régions pour la vie littéraire en France. Et l'intérêt de ce soutien qui représente presque 5 millions d'euros et qui représentera presque 5 millions d'euros cette année, c'est qu'une grande partie de ce soutien se transforme aussi en rémunération pour les auteurs, puisqu'on a calculé qu'à peu près de 3 millions d'euros de ce soutien redevenaient de la rémunération pour les auteurs, puisque la condition principale pour bénéficier de ce soutien, quand on est un festival ou une manifestation littéraire, c'est de rémunérer les auteurs qui interviennent et de les rémunérer sur un tarif minimum, qui est celui fixé chaque année par la charte des auteurs et illustrateurs et des autrices et illustratrices pour la jeunesse, et sur lequel, avec le Centre national du livre, on a fixé de manière commune notre propre grille. Petit focus jeunesse, plus de 50 salons jeunesse aidés chaque année par la SOFIA, pour un montant total de 400 000 euros, avec une extrême variété, une diversité de soutien qui va de tout petits montants, 2 000 euros d'aide annuelle jusqu'à 50 000 euros pour le salon le plus important, et puis plus d'une cinquantaine de programmes ou d'initiatives d'éducation artistique et culturelle, là aussi pour un montant qui avoisine les 500 000 euros, donc un soutien fort aux manifestations, quelles qu'elles soient, et surtout les manifestations jeunesse. Dernier point, c'est l'action sociale, avec donc ce soutien à la retraite complémentaire des auteurs, qui aujourd'hui représente près de 4 millions d'euros par an. C'est une aide considérable aussi pour les cotisations des auteurs du livre, et ça permet de prendre en charge la moitié de leur cotisation retraite. Et puis un soutien à la formation professionnelle, puisque désormais il y a une formation professionnelle pour l'ensemble des artistes-auteurs, y compris dans le livre, avec là aussi un soutien chaque année de 200 000 euros à l'AFDAS, qui est l'organisme qui gère la formation professionnelle pour les artistes et les auteurs. D'autres actions, notamment le financement d'études au fil de l'année, et peut-être pour répondre tout à l'heure à ce que disait Thierry, peut-être une perspective de financement d'une étude conjointe sur le livre d'occasion dans les circuits. Voilà. En deux mots, ce que la SOFIA a fait durant la crise sanitaire. D'abord, on a essayé de mettre tout en place pour que nos missions traditionnelles et tout ce que je viens de dire puissent quand même perdurer pendant la crise sanitaire. On a été aussi sidérés que les auteurs au début, et on a essayé de mettre en place des dispositions qui nous permettaient de maintenir notre activité traditionnelle. Et puis le conseil d'administration a pris des mesures d'urgence et puis ensuite a adapté son activité tout au long de l'année pour répondre à ces interrogations et à ces problématiques. Alors, j'en citerai 5 très rapidement. La première, ça a été d'avancer le plus possible le calendrier de versement des répartitions, que s'agisse des auteurs et des éditeurs, parfois de plusieurs semaines et parfois de plusieurs mois. On a une répartition annuelle en général de la copie privée numérique notamment, et on a tout mis en place pour essayer d'avancer les sommes pour que du coup les auteurs et les éditeurs puissent bénéficier d'une trésorerie un peu plus importante au moment où elle devenait très très difficile pour eux. On a rejoint le fonds de soutien d'urgence aux auteurs dont parlait tout à l'heure Régine Atchando, comme tous les autres organismes de gestion collective. Et là, il y a eu un élan formidable de tous les OGC pour contribuer au financement de ce fonds d'urgence aux auteurs, avec les difficultés que vous relevez, de ne pas toujours rentrer dans les cases. La constitution et la création de ce fonds d'urgence a été compliquée. Il a été fait dans l'urgence, comme son nom l'indique, avec la difficulté de mesurer des manques à gagner chez les auteurs qu'on a du mal à évaluer au mois le mois, qui sont plus souvent des revenus décalés, qui sont des revenus d'une année. Donc est-ce qu'il fallait attendre la fin de l'année pour mesurer réellement le manque à gagner, mais dans un dispositif d'urgence, c'était compliqué. Donc c'est vrai qu'il n'est pas parfait, ça n'a pas été parfait, mais ça a été fait vraiment avec d'abord des fonds qui ont été importants mis en place. C'était un mécanisme subsidiaire du Fonds de solidarité nationale qui, lui, ne remplissait pas du tout les cases. Et donc, l'ensemble des résultats et l'ensemble des auteurs qui ont été, ça doit aussi se regarder en fonction de ce qui a été fait dans le mécanisme de solidarité nationale. Mais c'est vrai qu'on a fait tous, je crois, preuve vraiment de bonne volonté, d'urgence pour mettre en place quelque chose qu'il était difficile de mettre en place de la meilleure façon possible, compte tenu de l'urgence et de la situation tout à fait extraordinaire pour tout le monde. On a rejoint également le fonds d'urgence que le CNL a mis en place pour les petites maisons d'édition. Donc c'est
on a 450 000 euros de la SOFIA pour le fonds d'urgence aux auteurs et 150 000 euros pour le fonds d'urgence aux éditeurs. La parité n'était pas totalement complète à ce moment-là. La quatrième mesure qui était importante pour nous, c'était de maintenir l'ensemble de nos aides aux festivals et aux programmes d'éducation artistique qui étaient prévus en 2020 conjointement, et le CNL l'a fait évidemment de manière tout aussi forte et rapide. Il était important pour nous, même si les manifestations étaient annulées, reportées, ou ne savaient pas trop ce qui allait se passer, de pouvoir leur maintenir notre soutien à une seule condition, c'est qu'elles rémunèrent les auteurs, quand bien même les auteurs ne pouvaient pas intervenir et ne pouvaient pas venir, puisque la manifestation était annulée. Donc ça a permis de maintenir à la fois un soutien aux équipes des festivals et des salons, mais de maintenir aussi une rémunération, alors qui n'était pas à la hauteur du manque à gagner et de ce qui a été perdu, notamment dans le cadre, je pense, de l'EAC et dans les collèges, où là, il y a eu vraiment beaucoup de pertes. Mais ça a permis de maintenir quand même un soutien fort et donc une rémunération, autant que faire se peut, aux auteurs. J'ai quelques chiffres sur ce qui s'est passé cette année-là pour les festivals et les programmes d'EAC. 50% d'entre eux, sur l'ensemble de l'année, donc ça concerne même le premier trimestre 2020, se sont maintenus aux dates prévues. La moitié d'entre eux en présentiel, un quart en format virtuel et un quart dans une formule souvent hybride qui mélangeait présentiel et virtuel. 10% de ces festivals se sont reportés dans l'année 2020 et 40% par contre ont été annulés, mais dans ces 40% d'annulation, 95% d'entre eux ont joué le jeu et ont pu rémunérer les auteurs qui n'ont pas pu se rendre à ces festivals annulés. Dernier point, et après je m'arrête là, la dernière mesure, ça a été de reporter les échéances qui étaient prévues pour les créances des fournisseurs. Je expliquais tout à l'heure que le droit de prêt est basé sur une contribution de l'État, mais aussi sur une redevance qui est perçue et collectée et reversée par les fournisseurs de livres, et notamment par les librairies. Au moment du confinement et de la fermeture des librairies, il était important de reporter l'ensemble des échéances, y compris des fois de mettre en place des échéanciers tout particuliers quand c'était nécessaire, parce que la situation de la librairie le nécessitait, pour ne pas évidemment pénaliser une trésorerie des librairies qui étaient déjà en difficulté à ce moment-là. Et les choses se sont remises ensuite dans l'ordre et on a fini l'année à peu près au même niveau que les années précédentes, ce qui nous a permis quand même de reverser à l'ensemble des titulaires de droits et de nos adhérents auteurs et éditeurs les droits qui leur aient été dus. Voilà ce qu'a essayé de faire le mieux possible la SOFIA pendant cette crise sanitaire. Peut-être dans un deuxième temps, on reviendra sur les enseignements ou les leçons, s'il y en a, à tirer de cette crise sanitaire. Merci pour cette synthèse évidemment trop courte, puisqu'il aurait fallu raconter tout ce qui s'est passé. Donc la SOFIA, dont je rappelle quand même que ça veut dire Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, donc on est au cœur du sujet. Et vous m'avez fait une transition pour me tourner vers Simon, parce qu'en effet, je rappelle quand même, fermeture des librairies mars, avril, mai, puis novembre 2020. Donc, en juin, réouverture, plus 32% d'activité dans la librairie. En décembre, réouverture, plus 35% d'activité dans les librairies. Donc, on peut dire une année de chaud et froid, comme c'était même pas imaginable qu'on en vive. Beaucoup de stress, beaucoup de découvertes aussi. Et en plein là, les liens à l'épreuve de la crise. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ça, et notamment, d'ailleurs, je te poserai une question initiale, justement, parce que ça a été, je crois, un élément assez important. C'est le soutien des médias face à cette situation. Oui, tout à fait. Et à l'estime qu'ils portent aux libraires. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, gros élan de solidarité de l'ensemble de la population, je crois. On a effectivement subi le premier confinement avec une fermeture totale pour la plupart d'entre nous, et puis quelques essais de clic et rapplique, voilà, moi j'utilise ce mot, oui c'est en français en fait, donc du coup, voilà, par certains de mes confrères. Et puis dès la réouverture, on a vraiment senti un besoin et un soutien de notre clientèle d'être là à nos côtés. Et cet élan de solidarité qui est d'abord passé par les gens qui nous sont chers, c'est-à-dire les gens qui franchissent les portes des librairies,
ça nous a tout de suite rassurés, enfin en tout cas nous à la librairie, ça nous a tout de suite rassurés sur le devenir de notre librairie. C'est-à-dire que c'est vrai que les premières semaines, c'était un flou total. Et puis tout de suite, on a senti dans les messages qu'on recevait de nos clients, dans les premiers soutiens dans les médias, voilà, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Cela, ça a été en plus supporté lors du deuxième confinement, donc celui de novembre, où on était donc non essentiel. Et finalement, je pense qu'il y a eu c'était pas si mal qu'on soit non essentiel à ce moment-là, car ça a soulevé beaucoup de contestations. Les gens ne comprenaient pas. Et tout ce que ça a amené là, comme tu le disais, dans les médias, les débats qui ont eu lieu par rapport à ça, le fait que pas mal de personnes s'insurgent, que les librairies soient non essentielles, ces débats-là ont fait que dans l'esprit des gens, il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand les clients sont revenus à la librairie, il y a vraiment eu ce lien très fort qu'on a senti, cet amour des librairies de proximité, du commerce de proximité en général, mais nous, en tant que libraire, on l'a vraiment ressenti. Et ça nous a vraiment rassurés dans le but de notre profession, quoi. Donc ce développement local en fait autour de nos librairies, ce qui s'est passé, c'est vraiment quelque chose qui était très important. Et effectivement, pour une fois, on a eu le soutien des médias. Donc ça, c'est vrai que c'était très très important. Sauf que face à ce développement local, nous, il a fallu qu'on réponde. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, nous, en tant que libraire, on a été beaucoup soutenus. Alors on peut vraiment remercier tous les services nationaux. Voilà. Donc, je pense que la librairie a été un des secteurs à être le plus soutenu. Nous, on a reçu des aides du CNL, de la DRAC, même du département. Voilà. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui a été très fort par rapport à ça. Et j'espère que toutes les professions de la chaîne vont aussi profiter de ça. Et je pense notamment aux auteurs. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et donc, pour revenir sur la librairie, on a eu un vrai élan de solidarité. Et j'ai envie de dire, maintenant, on a aussi une mission. C'est-à-dire que ces gens qui sont venus en librairie, qui ont fait le choix de ne pas choisir Internet et de revenir dans des commerces locaux, et nous, on a cette mission de les garder et de les maintenir ici. Et ça, c'est vraiment un peu l'enjeu de ce qui va arriver demain pour nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que les gens qu'on a fait venir, qu'on a réussi à faire venir, restent en librairie. Et fidéliser, oui, parce que donc on parle beaucoup en effet de ce nouveau lectorat. Est-il réellement nouveau? Est-ce qu'il a de nouveaux usages? Je vois d'ailleurs qu'il y a une étude qui a été lancée et qui est en train de se terminer par David Piovesan, qui est à l'Université Lyon 3, ancien libraire autant retrouvé à Villard-de-Lans, qui justement, sur sa région, s'est concentré sur cette étude et démontre le sentiment d'adhésion renforcé pour la librairie indépendante. Donc, c'est vraiment, en fait, profond ce qui s'est passé, un mouvement de société. Oui. Et ce n'est pas seulement des nouveaux lecteurs qui passaient par là. Non. Alors déjà, effectivement, il y a vraiment on a bien senti des gens qui avaient des pratiques communes, enfin mixtes, c'est-à-dire des gens qui allaient en librairie et puis qui achetaient sur Internet, par exemple, nous dire, voilà, là j'ai fait le choix de ne plus acheter sur Internet. C'est un choix fondamental, politique. Et je pense que le milieu de la librairie et du livre, en fait, a été l'un des secteurs peut-être les plus impactés par rapport à ça. Et ça, le fait qu'on soit non essentiel, je pense aussi à jouer à ça. Beaucoup de colère, en fait, chez nos clients par rapport à ça. Quand je disais que, par exemple, nous, notre enjeu, c'est de garder ces clients-là, qu'est-ce qu'on fait pour les garder? Et on nous aime parce qu'on est de proximité et local, et j'ai envie de rendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a vraiment l'envie dans nos librairies de développer ça. Ce lien de proximité, il est hyper important. Alors, c'est passé pendant les confinements par plein de tentatives. Enfin, chacun a fait un peu ce qu'il a pu avec ce qu'il pouvait, avec ce qu'il voulait ou ce qu'il était capable de faire. Nous, ça a été des jeux, des lectures, les réseaux sociaux. Alors, on les critique beaucoup, mais c'est vrai que là, ça nous a quand même permis de garder un certain lien avec nos clients. Ça a été aussi très vite faire des liens avec les acteurs locaux de la création. Nous, c'est passé par les auteurs. En fait, très vite, en fait, on a eu des échanges avec
avec les auteurs qui sont dans le coin. Et puis on a fait des sortes de dédicaces, pas en ligne, mais une sorte de précommande de dédicaces avec les auteurs qui communiquaient sur leur réseau, nous qui communiquions sur les autres, pour garder ce lien en disant, voilà, on ne fait pas une dédicace en vrai dans la librairie, mais par contre, on fait des échanges de procédés comme ça. Et ça, les auteurs sont venus vers nous aussi, donc il y avait encore un élan de solidarité. On a vraiment baigné dans ces élans de solidarité. On est plein d'amour, c'est super. Alors... Non, mais c'est important parce que c'est une période où on n'était pas en relation. Donc, voilà. C'est sûr. Et donc, Regina Ciondo évoquait tout à l'heure le phénomène passe culture, donc qui, là, à peine, je pense, parfois des tout nouveaux lecteurs, en tout cas, qui n'avaient pas passé, comme elle le disait, le pas d'une librairie. Est-ce que tu... je confirme. Alors, nous, on est dans... visites et comment on est dans tu t'en es débrouillé, et surtout, comment tu imagines les fidéliser, parce que... On est dans le cadre, justement, des libraires qui en profitent, parce que là, on parle de littérature jeunesse. Pour beaucoup des petites librairies spécialisées jeunesse, c'est compliqué le pass culture parce que la plupart du temps, par exemple, ils n'ont pas de manga et on sait que les premiers chiffres montrent que le pass culture est beaucoup utilisé pour le manga notamment, et la bande dessinée. Donc nous, on en a. Quand on a vu le phénomène arriver à l'ouverture du pass culture, on s'est dit justement ce que je vous disais, on doit rendre au public en fait quelque chose. Donc on s'est dit, bon, ok, là il se passe un truc, il y a un phénomène de société. Attention, les ados débarquent dans nos librairies, il faut qu'on fasse quelque chose pour les retenir. Donc on sent que ça peut se passer autour du manga, eh bien on répond. Donc nous, on a, grâce aux aides le plan de relance, là, on a créé des étagères murales. Alors on a une poutre dans la librairie qui traverse la librairie, et ben on a fait 4 mètres d'étagères linéaires pour faire venir toutes les collections de mangas qu'on pouvait. Ils étaient contents. Ben oui, mais en même temps, on ne peut pas dire c'est bien que des ados viennent et puis avoir que des... Enfin, il faut répondre à leurs demandes. Donc, on a vraiment joué ce rôle-là. Et alors, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'une fois qu'ils sont venus chercher des mangas, nous, notre but, c'était justement de leur montrer qu'on avait plein d'autres choses. Et donc, par des romans, par des documentaires sur le Japon, sur la culture du manga. Voilà. On a essayé de développer toute une offre qui permettait de répondre comme ça à cet effet-là. Et effectivement, on a un vrai enjeu de montrer à ces jeunes déjà que les librairies indépendantes, c'est pas que des vieux libraires qui fument la pipe qui vont vous recevoir. Enfin, c'est comme les bibliothécaires. En fait, il y a cette image en fait de casser la vision qu'on a du libraire, du bibliothécaire, enfin, de tous ceux qui bossent autour du livre en fait. Les auteurs sont morts aussi, voilà, c'est ça. Donc, on me le rappelle tout le temps qu'ils sont bien vivants. Enfin voilà, il y avait cet enjeu-là vraiment de montrer que la littérature jeunesse, elle est vivante, elle est réelle, et qu'il y a des gens pour les accueillir, pour les conseiller, que ce soit en manga. Alors nous, on a mis tous les gens qui lisaient du manga à la librairie en premier front. Et vous y allez, vous mettez des conseils, les petits mots qu'on met sur les romans, on les met aussi sur les mangas. Et en gros, l'idée, c'est de montrer qu'on est des endroits conviviaux, prêts à accueillir ces jeunes-là, parce qu'on sait que c'est l'enjeu de demain. Donc, et nous, on veut aller contre les études qui montrent qu'ils ne lisent plus les ados, quoi. Donc voilà, on a un vrai enjeu par rapport à ça. Donc ça fait partie de nos futurs enjeux. Et c'est vrai que le pass nous aide vraiment parce qu'il a fait le premier pas. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert la porte. Et ça, c'est quand même pas mal, ça. Alors, en effet, c'est dommage que sur ce plateau, il n'y ait pas aussi... un ou une bibliothécaire, parce que c'est assez inséparable, en tout cas dans cette ouverture au livre, la médiation du libraire ou on a été vachement plus aidés qu'elle. Hein. C'est-à-dire que, je dis elle, mais... parce qu'elles sont plus nombreuses, donc le féminin l'emporte. C'est vrai que, comme disait Thierry tout à l'heure, c'est compliqué. C'est-à-dire que pour les bibliothèques, de continuer à faire leur travail d'une manière efficace, c'est vraiment pas facile, donc soutien. Voilà, parce qu'en effet, Geoffroy le disait tout à l'heure, quand même, jeunesse plus bande dessinée, c'est 40% des achats des bibliothèques. Si elles les achètent, c'est parce qu'elles ont quand même des lecteurs pour les lire. Donc, merci aux médiathécaires. Oui, bravo. Ils sont dans la salle. Je vais passer la parole à Nathalie qui, justement... On va parler du lien entre une maison d'édition et ses libraires, à travers notamment l'équipe de diffusion. Entre-temps, on fait un petit coucou à Clotilde Delacroix, là, qui nous laisse quand même dans une grande solitude, encore sur ce dessin. On voit qu'on n'est pas encore tous en train de danser
sur le dance floor. Ça va venir. Ça va venir. Donc, Nathalie, tu voulais nous parler de la créativité, justement, ou en tout cas l'adaptabilité qui a dû être la vôtre et l'équipe de diffusion face à cette Oui, année mais là, en heurtée. entendant tout le monde, bonjour à tous présents ici et présents derrière les écrans. Merci Marion. Mais de tout ce qui a été dit, puisque là, les 3 personnes se sont exprimées, j'ai entendu beaucoup de, c'est vrai, de difficultés financières ou psychologiques, mais aussi énormément de solidarité, d'adaptation, de créativité, parce que ça y est, les mangas sont dans la librairie de Simon, et de formation donc. Et moi, c'est vrai que je voudrais revenir vraiment sur l'imagination et la créativité qui a été, et je pense la vôtre aussi, pendant cette période, passée ce temps de sidération, évidemment, qui nous a tous touchés. Et parfois de là où on s'y attendait pas, parce que moi, j'en veux pour preuve notre équipe de diffusion. J'ai l'impression qu'on ne parle pas assez souvent d'eux, les représentants, mais Simon, tu le sais bien, tu seras d'accord avec moi, c'est quand même une partie de la chaîne indispensable. De fait, leur métier, c'est d'être en contact avec les autres et de présenter les livres et de circuler dans leur territoire. Et là, ils étaient donc bloqués chez eux, comme nous tous. Et ils ont eu un nouveau moyen, t'en parlais un petit peu, et Régina Chandeau, présidente du CNL aussi, par les réseaux sociaux, d'animer et d'égayer sans doute le quotidien des libraires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils ont cassé leur secteur géographique, ils ont uni leurs forces et ils ont mis en scène... Alors, je suis désolée, Clotilde, parce que j'adore tes dessins, mais en fait, j'avais préparé des petits visuels pour montrer concrètement ce qu'ils ont fait. Juste un instant, voilà, pardon. Voilà, donc ils ont mis en scène et fait deviner aux libraires des couvertures et des titres de livres. Vous voyez en haut, je vous ai donné la solution parce qu'on voit Laurent Vallée devenir le petit héros créé par Mathieu Escoffier et Mathieu Maudet. Mais en bas, c'est à vous de deviner les titres des livres. Je ne sais pas ce que je vous fais gagner des choses. T'es pas censé être interactif avec la salle. Ah bon, Nathalie, pardon, oui, on mais peut moi j'aime inventer bien aussi en chauffer live. la salle. Chouette. Et justement, il y avait aussi, ils ont créé des apéros-fils. En fait, ils étaient tous ensemble, tous les repris ensemble de toute la France face à tous les libraires, enfin, non, pas tous les libraires, mais tous les libraires inscrits aux apéros-fils, et ils présentaient leur coup de cœur et les livres qu'ils aimaient le plus. Tout ça autour d'un verre de vin et d'un saucisson, même derrière un écran. Il n'y a pas de raison qu'on s'embête. Et puis, ou alors encore un autre exemple là, c'est tout à l'heure on parlait de faire la queue. C'est un kit issu d'un livre d'Omura qui s'appelle Faites la queue, où justement on l'a offert et proposé aux libraires pour qu'ils puissent faire patienter la clientèle du clic et rapplique dont tu parlais, Simon, ou aussi faire le fameux sens giratoire dans les librairies. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, en fait, je trouve que ça a montré une proximité quand même et une aide et un soutien hyper important quand on est tout seul chez soi, entre nous, et je voulais le faire remarquer. Il y a eu aussi une autre initiative. Alors là, c'est 3 personnes qui, dès le 19 mars, donc à peine 3 jours après l'annonce du président Macron, ont créé et ont imaginé et ont mis en ligne l'école des loisirs à la maison. En fait, on s'est dit que les petits-enfants et les parents, ils allaient avoir un mal fou à vivre comme nous, sans copains, sans récré, sans école, sans livres. Et donc, on a mis chaque jour en ligne, c'est le 2e slide, Tiffaine, s'il te plaît, un jour, un auteur à l'honneur. Donc là, c'est la page de Tommy Ungerer que vous voyez là, parce qu'on pense évidemment toujours beaucoup à Tommy. C'est donc des activités pas du tout le temps en ligne. On le sait bien que les enfants n'ont pas envie, n'ont pas besoin, ils ne doivent pas rester sur leurs écrans, mais on se sert des écrans pour les faire venir au livre. Donc c'est des activités manuelles ou des recettes de cuisine, des masques à fabriquer des 3 brigands, des albums filmés, des vidéos, des entretiens, des lectures. Évidemment, il y avait le livret, mon écrivain préféré, sur Tommy Ungerer, que les parents pouvaient lire aussi. Bref, c'est des activités avec, on espère, pas mal d'intelligence et d'humour et d'amusement pour que les enfants, pendant ce confinement, ne soient pas totalement exclus du livre. Évidemment, on s'est servi 90 jours, jusqu'au 15 juin, 90 auteurs mis en avant. On s'est évidemment beaucoup servi, on a recyclé tous les accompagnements qu'on crée depuis 15 ans pour les livres.
Mais j'avoue, et là encore de la solidarité à jouer, que les auteurs nous ont apporté spontanément plein de trucs. Je me souviens, et je l'ai mis d'ailleurs, Marc Boutavant et Cola Gutmann, inventer un nouveau chapitre d'un chien pourri pour que les enfants dessinent la couverture et trouvent le titre, où on le voit aussi, Clotilde y a participé aussi, des illustrateurs qui faisaient des leçons de dessin. Qu'à quoi je pense encore? Ah oui, il y a eu Anne Herbaut, géniale, qui a créé des petites nouvelles pendant le confinement. Et puis, c'était pendant ce temps-là, c'était les animaux qui étaient rentrés dans la classe désertée. Et donc, c'était des petits épisodes. Et c'est son éditrice, Odile Josselin, qui le lisait à voix haute sur l'école des loisirs à la maison. Bref, j'ai l'impression quand même que c'était un peu pas habituel, mais on était en lien direct avec les lecteurs. C'est-à-dire que la maison d'édition et les auteurs, ils nous écrivaient carrément, les lecteurs, les grands-parents, les parents, les enseignants, en disant « Ouais, c'est génial, à quand une journée à ça, à quand une journée à ci ?» Donc, c'était un moment fort agréable. Et puis, petite cerise sur le gâteau pour les libraires, c'est que quand les librairies ont réouvert, on a vu que les titres dont on avait parlé sur l'école des loisirs à la maison et les livres du fond étaient ceux qui avaient été le plus vendus. Donc, en fait, quand on donne à voir, quand on donne à entendre, quand on donne à créer, ça a forcément une répercussion sur les ventes et c'est quand même aussi... Alors là, justement, vous allez pérenniser cette expérience. C'est un exemple de quelque chose qui a été créé vraiment au cœur de la tourmente et qui, en fin de compte... Comme le Sirette, en fait. Va... non, mais comme le Sirette ou les mangas, en fait. Oui, c'est sûr et certain, on ne va pas s'arrêter là. La diffusion continue... leur site fermé pour les libraires sur Facebook, on revient vers vous, parce que c'est une proximité et un attachement. Évidemment, ils sont contents de boire pour de vrai aussi, mais ça continue ça. Nous, l'école des loisirs à la maison, ça continue aussi, c'est le 3e slide, avec 110 000, ça fait 1 an qu'on l'a pérennisé, on l'a arrêté pendant l'été 20 quand même, pour reprendre un peu de force et réfléchir à comment l'installer. 110 000 utilisateurs, il y a 25 000 accros qui chaque mois viennent... plusieurs fois dans le mois pour prendre des contenus. Je pense que ça a vraiment boosté à fond nos projets audio et vidéo. On n'aurait jamais sorti le podcast de l'école des loisirs si rapidement sans ça. Ni même des formations en ligne, là, comme comment aborder la couleur dans l'album pour les enseignants et les bibliothécaires. Un petit dernier, l'école des loisirs à l'école, qui vient juste d'ouvrir avec justement, et j'ai adoré le dessin qu'a fait Clotilde tout à l'heure sur les rencontres virtuelles entre les classes et les auteurs, parce qu'évidemment on a fait ça, rémunéré au tarif de la charte. Mais c'est vrai que c'est rigolo de voir un auteur parfois en pyjama 5 minutes avant à ce que la classe soit en ligne, en direct. Bref, tout ça, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, qu'évidemment on est content de retrouver les vraies rencontres. Mais ça ajoute un nouveau médium, une nouvelle façon de toucher parfois un public qui n'était pas forcément là avec nous. Donc, je ne suis pas prête à un 6e confinement ou 7e, mais je trouve quand même que c'est... Non, mais c'était quand même du bonheur. Nathalie, et la de chaleur. Ne pas l'appeler de tes voeux. Ouais, mais Simon disait parler d'amour et de chaleur, et puis tout à l'heure on a dit que les 2 thématiques du CNLS c'était l'amour et l'amitié. Je crois quand même, et c'est important, outre malgré tout les souffrances, que franchement, on s'est rendu compte qu'on était vraiment une chaîne. Enfin, en tout cas... j'ai l'impression qu'on était... Et ça, c'est de l'amour, quand même. Enfin... Alors, pour le mot de la fin, l'amour, à ma droite, mais aussi, Nancy, je voulais que vous nous rappeliez le titre du livre que vous avez écrit pendant ce confinement et son éditeur. Paul Sol, chez Courtes et Longues. Ben voilà, bonne lecture. Merci.